Vous ne trouverez pas pire que les premières années sur Terre de cette légende de la boxe. Et vous trouverez difficilement une histoire aussi insoutenable que celle qu'on va vous raconter maintenant. C'est l'histoire de Johnny Tapia. Un homme bon, un boxeur parmi les plus aimés et spectaculaires de sa génération, mais brisé et traumatisé à jamais par la vie avant même qu'elle ne commence. Et qui avait trouvé son seul réconfort dans la boxe, avec sa femme, et malheureusement, avec la drogue. Né à Albuquerque en 1967, son père est tué avant même que Johnny ne vienne au monde. Et alors qu'il a 8 ans, et que sa mère revient de boîte de nuit avec un ami, le petit garçon, réveillé en pleine nuit par des cris, est convaincu de la voir par la fenêtre de sa maison se faire kidnapper. Alors, il tente d'aller réveiller ses grands-parents, mais ceux-ci attribueront ce réveil en sursaut à un cauchemar, le rassurant en lui demandant de retourner se coucher. Ce soir-là, sa mère sera violée, poignardée 26 fois avec un tournevis et des ciseaux, puis laissée pour morte. Elle mourra 4 jours plus tard à l'hôpital après avoir été retrouvée, et sans que Johnny n'ait pu la revoir. Johnny dira 30 ans plus tard, dans le documentaire sur sa vie, « C'est pas comme si elle était décédée écrasée par une voiture. J'aurais préféré si ça avait été comme ça. » Ajoutant, « Je me souviens encore du moment où j'attendais devant la porte que ma mère vienne me chercher. Disons simplement que je l'attends toujours devant cette porte, mais qu'elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra jamais. » Et il dira, toujours 30 ans plus tard, « La mort de ma mère me torture tous les jours. Je voudrais juste dire bonne nuit à ma mère. Je voudrais juste lui faire un câlin. » Johnny ne se remettra jamais de ce traumatisme. Et il sera à partir de ce jour-là élevé par sa grand-mère, et à 11 ans, il découvre la boxe. Et alors son enfance sera particulièrement dure, puisqu'en plus du traumatisme qu'il a dû subir, en plus de la situation familiale complexe parce qu'il a été élevé par ses grands-parents, ils étaient extrêmement pauvres. Il ne survivait que grâce aux aides sociales. Il n'aime pas se battre, mais il est forcé de le faire dès son plus jeune âge, dans les centres communautaires de la ville et dans la rue. Pour moi, c'était devenu normal, disait-il. Et en même temps qu'il est contraint de régulièrement utiliser ses poings dans son quotidien, au club de boxe, ses compétences se développent dans le même temps de manière remarquable. Après peu, il fait déjà son premier combat et le remporte par KO en 35 secondes. Et à partir de ce moment-là, il ne lâchera plus jamais le noble art. En amateur, il fera 122 combats, en gagne 101, dont 65 par KO. Il sera le numéro 1 mondial en amateur pendant 6 années consécutives avant de passer professionnel. En mars 1988, il fait ses débuts pro, et après un gros combat, termine sur une égalité avec son adversaire. Mais après ce petit accrochage au démarrage, la machine pouvait prendre sa vitesse de croisière. En 2 ans, entre mars 88 et octobre 90, il enchaînera 22 combats et décrochera son premier titre international chez les Super Flyweight. Mais alors que tout lui sourit dans le ring et que tout respire la lumière et le succès, dans sa vie personnelle, il n'était jamais réellement sorti de l'obscurité. Derrière les caméras et les belles histoires des magazines de boxe, la réalité, elle, est bien plus sombre. Sur le ring, il disait voir chacun de ses adversaires comme le meurtrier de sa mère, et à côté de ses entraînements, il fait partie d'un gang d'Albuquerque. À 23 ans, il découvre la cocaïne pour la première fois et devient rapidement accro. Et alors commençant à prendre de la blanche de manière de plus en plus imprudente, il se fera pincer plusieurs fois au cours des mois suivants par des tests réalisés par les agences antidopage, et les sanctions seront particulièrement lourdes infligées par les commissions athlétiques, 3 ans de suspension. Et c'est ce qui le forcera à rester loin des rings pendant normalement ce qui aurait dû être la période la plus importante de sa carrière. C'était beaucoup de stupidité de ma part, avouera-t-il plus tard. Beaucoup de colère que je ne pouvais pas contrôler. Pourtant, depuis son enfance et jusqu'à la fin, il est connu de tous comme un homme bon, gentil et attentionné par son entourage. Comme un homme, paradoxalement, qui aime les gens. Mais quelles qu'aient été ses qualités humaines, elles n'auraient pas pu empêcher la vie de cauchemar qui allait continuer. Pendant ces 3 ans, sans domicile et sans le sou, il ne survit financièrement que grâce à ce qu'il gagnait dans des combats clandestins ultra-violents organisés dans l'arrière-cour d'un bar. Les seules armes interdites étaient les armes à feu chargées, mais à part ça, pour 300 $ en cash et un pack de bière, il était régulièrement, le temps d'une soirée, l'homme qui se plaçait au milieu de cette arrière-cour, prêt à prendre tout le monde un par un et quel que soit l'objet que son adversaire aurait réussi à se procurer avant de se jeter dans l'arène. Pour 300 $, qui lui permettrait d'aller s'acheter sa cocaïne le jour suivant et un pack de bière, il devenait la cible volontaire que n'importe qui pouvait affronter et qui, si elle réussissait à le battre, repartait avec une récompense. Dans le même temps, il rencontre sa future femme, Teresa, à un barbecue, et il réussit à sortir avec elle. La relation se passe si bien qu'après quelques temps, il décide même de se marier. Mais le jour du mariage, le jour qui devait être le plus important de leur vie à tous les deux, un proche du couple suggère à Teresa que
Si elle veut connaître le vrai Johnny, elle devrait peut-être sans doute faire un tour dans le vestiaire. Alors elle y va, et elle découvre Johnny en pleine dose, une aiguille dans le bras. Voyant rouge et ne pouvant pas en croire ses yeux, Teresa devient complètement folle après Johnny, mais malheureusement le mal était déjà fait, et le pire était encore à venir ce soir-là puisque le jeune boxeur fera une overdose quelques moments plus tard. C'était le premier jour de Teresa en tant que femme de Johnny Tapia. Désespérée mais amoureuse de son homme, Teresa fera alors la seule chose qui lui semblera une solution à cet enfer, elle s'enfermera pendant plusieurs semaines avec Johnny dans leur maison de location. Elle avait les clés, lui non. Les 3 premières semaines ça a été dur, dira Johnny. Je tremblais, à la totale, parce que j'étais en période de sevrage et je prenais vraiment beaucoup de cocaïne. J'ai tout cassé dans la maison, mais Teresa me disait « tu peux casser tout ce que tu veux, tu le repéreras quand tu combattras, de toute façon. Et moi, je vais nulle part. » Et la 4e semaine, Johnny recommence à faire des pompes, puis des abdos, puis à reprendre une véritable discipline d'entraînement. Puis petit à petit, il ressortira même de cette maison pour reprendre, finalement, une vie de boxeur professionnel. Et alors en 94, il remonte sur le ring là où il s'était arrêté, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reviendra en force. En 10 mois, de mars à décembre, il enchaîne 8 combats pour 8 victoires, dont 7 par KO. Et parmi ces 8 victoires, il glanera 2 titres mondiaux, dont le prestigieux titre WBO des Super Flyweight. Et au cours du combat délirant contre Henry Martinez, Johnny est même complètement possédé, halluciné. Il harangue la foule, avance comme un berserker sur son adversaire comme si seule la foudre pouvait l'arrêter, et au 11e round, par TKO devant une foule déchaînée, il venait de rentrer dans l'histoire de la boxe anglaise en remportant ce fameux titre WBO. Dans les années qui suivront, il deviendra tout simplement une légende et un immense champion parmi les champions de l'histoire du sport. Il défendra son titre de nombreuses fois dans des combats toujours plus spectaculaires et mémorables et montrant toujours plus de charisme et de personnalité dans et hors du ring. Mais les démons de la vie ne vous quittent jamais et Johnny a beaucoup trop de plaies ouvertes qui ne cicatrisent pas. Et en 1999, l'enquête sur le meurtre et le viol de sa mère est réouverte et le coupable est trouvé grâce aux analyses ADN. Malheureusement, le violeur, celui que l'entourage du boxeur avait suspecté depuis 24 ans, était décédé 8 ans après les faits. Désormais, conscient du fait que le bourreau de sa mère et le bourreau de son enfance avaient pu quitter ce monde sans jamais n'avoir été puni pour son crime, Johnny sait qu'il ne trouvera plus jamais la paix. Lors de son premier combat après la nouvelle, et malgré un nouveau combat exceptionnel, Johnny perd pour la première fois de sa carrière professionnelle. Et à la fin de l'année 99, il fait une dépression nerveuse et les médecins lui diagnostiquent alors des troubles de l'attention, des troubles bipolaires et un stress post-traumatique. En 2007, alors qu'il est hospitalisé pour sa 3e overdose de cocaïne, son beau-frère, qui est également son meilleur ami ainsi que son neveu, prennent la voiture pour venir lui rendre visite alors qu'il est dans le coma. Mais ils n'arriveront jamais et meurent brutalement sur la route dans un accident de voiture. En pleurs, bien que l'accident se soit passé des années plus tôt, Johnny confiait dans le documentaire sur sa vie « J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai tué, parce que c'est moi qui étais dans le coma. Si je pouvais tout faire pour revenir en arrière, je le ferais. Il me manque, c'est dur. » Et alors pour enfoncer encore un peu plus son existence vers le fond, il sera ensuite envoyé en prison pour des affaires de cocaïne. Encore et toujours de la cocaïne. Il sortira de prison à 43 ans, continuera quelque temps sa carrière professionnelle, fera son dernier combat, puis prendra sa retraite du sport. Il aidera ensuite la communauté et continuera d'être aussi proche des gens qu'il le pourra, grâce à son club de boxe. Il donnera au maximum aux jeunes de son club, dont plusieurs sont issus d'environnements similaires aux siens. Il passera encore plus de temps aussi avec ses 3 enfants et sa femme. La boxe m'a sauvé la vie, confiait-il. J'ai été aussi haut qu'on puisse espérer et aussi bas qu'on puisse l'imaginer. Hier est terminé, demain n'arrivera peut-être jamais, mais aujourd'hui, je vais bien. Mais Tapia disait lui-même qu'il ne dépasserait pas 32 ans, l'âge auquel était décédée sa mère. Et il disait, fataliste, quand ma carrière va se terminer, je sais vraiment pas ce que je vais faire de moi-même. Je pense que je vais pas faire long feu. Et bien que sa prémonition n'ait pas été totalement exacte, elle tombera pas complètement loin non plus puisqu'il mourra à 45 ans, 1 an après avoir arrêté la boxe, son cœur s'étant juste arrêté de battre. Il n'y aura même pas de cause officielle de sa mort. Et c'est ainsi que s'achevait la vie torturée et modelée par une terrible souffrance de chaque jour de Johnny Tapia. J'ai été élevé comme un pitbull, disait-il, élevé pour combattre jusqu'à la mort. Et la mort l'avait finalement cueilli après qu'il l'ait tant de fois trompé. Il était tellement lucide et honnête à propos de ses problèmes, racontait quant à elle sa femme Teresa. Oui, il prenait des drogues, mais Johnny disait toujours qu'il n'avait jamais voulu être un modèle pour qui que ce soit. Il disait « Ne me regardez pas, juste
prier pour moi. Il voulait pas que les gens tombent dans les mêmes travers que lui. Et voilà, c'était l'histoire de Johnny Tapia, le boxeur de légende mais au passé torturé. Honnêtement, c'était vraiment l'anecdote la plus difficile à encaisser avant même de pouvoir l'écrire et Corentin au montage. Mais tout simplement parce que c'est vraiment la première fois où, quand du coup j'ai regardé les documentaires, que j'ai lu les articles, regardé les interviews, etc. à propos de lui, c'était vraiment impressionnant de sentir à quel point il était en souffrance, cet homme et ce personnage. Donc en tout cas, l'histoire, elle est tragique, mais elle est vraiment intéressante. Mais une fois que j'ai eu fini de l'écrire, en tout cas, je sais que j'ai eu qu'une envie, c'est de voir ma famille, d'aller voir des proches, etc. Tellement ça met un coup et ça fait prendre conscience un petit peu de à quel point déjà tout le monde n'a pas la chance d'être équilibré, même dans son environnement, etc. Mais même que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà. Voilà, c'était l'anecdote de Johnny Tapia. À la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.